Hör auf jetzt mir zu sagen, wie ich mich benehmen soll. Ne? So. Ouais, mais alors là, vraiment, si tu commences à parler en allemand, on va vraiment être dans un espèce de truc problématique, quoi. Tu sais si c'est bientôt fini ou pas le café? C'est assez lent, c'est pour ça que je préfère l'avoir versé et arrêter pour qu'on commence. Parfait. No, oh, oh, oh. Oh, no, oh, oh. No, oh, oh, Bienvenue à toutes, à tous et à toutes les fucking stars et les clochards qui se trouvent entre les deux. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Pour vous, le mois de septembre, c'est la fin des vacances, le moment du retour en classe ou du retour au travail, la saison de l'automne, du retour de la pluie, des courges butternut et des produits miteux à l'effigie d'Halloween. Ces 30 derniers jours, mes acolytes ont été marqués par des événements, des mots ou des faits divers et variés, et aujourd'hui, elles seront remarquables pour vous les raconter. Salut les petits chats, comment ça va? Ça va bien et toi? Incroyablement bien. Mais écoutez, comme Marie me le demande pas, moi ça va aussi. Je suis ravi d'être entouré de vous, ces belles personnes, intelligentes, capables de raison et de passion, des gens qui savent donner du sens à leur vie, même lorsqu'il s'agit de défendre une communication ratée de Katy Perry, de crier son amour-propre pour un groupe coréen à peine prépubère, de sublimer le hurlement capricieux d'une féline manipulatrice, ou encore d'être émerveillé face à l'écharpe d'une députée et même pas face à celle d'une Miss France. Non, il n'y a pas à dire, vous êtes des personnes d'exception, mais bon, assez parlé de vous, passons au nous et au sommaire de ce deuxième épisode. Trigger warning, on commencera par vous conter l'histoire de celle qui est devenue une icône envers et contre tous ces violeurs. Hippo rimera avec Gisèle Pellico cette semaine. Hippo, d'où est-ce que tu pousseras ton coup de gueule aujourd'hui? Hello la rue, je suis en direct de la préfecture de l'Alsace, du Bas-Rhin. J'ai nommé Strasbourg et Stras pour les intimes. Valenchoin, toi, tu es bien là avec moi pour reprendre un air engagé. Val, qu'est-ce que tu me chantes là? Je vais vous chanter le ras-le-bol d'une chanteuse et plus particulièrement le fanatisme. Quant à moi, je vous parlerai des journées du patrimoine. Patrimoine, une notion à ne pas confondre avec la patrie des moines, qui est le Vatican, ou à la poterie des chanoines, mais là ça n'a vraiment plus grand chose à voir avec la choucroute. Alors qu'Elias, toi, la choucroute, tu la maîtrises de mieux en mieux, surtout depuis que toi aussi tu as délocalisé ton café du commerce dans la capitale alsacienne. Elias, je crois qu'on a un nouveau gouvernement. Effectivement, Erwan, tu as tout à fait raison. Pour ce podcast de septembre, je vais parler de lutte des classes avec la rentrée du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Et pour mettre un terme à cette émission, Marie donnera tout le sens de son fin mot. Marie, on repart comme avant ou pas vraiment? Eh bien, pourquoi pas les deux? C'est ce qu'on verra avec le renouveau. Et tout de suite, le train TER numéro 67007 à destination de Strasbourg va partir. Prenez garde à la fermeture des portes et au coup de gueule d'Hippo, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You give it her, she might leave with me. Oh, security. Salut à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez toutes entendu parler du procès de Gisèle Pellico qui se déroule en ce moment même à la cour d'assises d'Avignon. C'est un procès qui va durer 4 mois au vu du nombre d'accusés qui est assez élevé finalement. Ils sont au nombre de 51 hommes, parce qu'en vérité, ils sont bien plus, près de 80, mais seulement 51 hommes qui ont été identifiés, qui viennent de tout milieu, toute profession, tout âge, toute origine. Le seul point commun entre tous les accusés, c'est qu'ils sont tous des hommes. C'est le procès de toute une société, notre société, la société patriarcale. Gisèle Pellico a refusé le huis clos qui avait été demandé par les accusés afin de lever le voile sur la soumission chimique et aussi pour que la honte change de camp. Parlons-en d'ailleurs de la honte, de cette soi-disant honte que les accusés ont pu ressentir quand ils ont été filmés entrant dans les salles d'audience parce qu'on allait les reconnaître et qu'ils n'avaient pas donné leur droit à l'image. Cette même honte qu'ils n'ont pas ressentie un seul instant lorsqu'ils ont commis leur acte ignoble sur une femme qui avait été droguée et vendue sur internet par son mari pendant des dizaines d'années.
La honte aussi, ce sont ces hommes qui par milliers sur les réseaux sociaux se sont empressés de dénoncer les méchantes féministes avec leur hashtag #AllMen, alors que eux, non mais tu comprends, ils ont jamais agressé quelqu'un et ça les peine quand on les met tous dans le même panier que les agresseurs. Quand une femme subit des atrocités pendant 10 ans, commises par son mari et près de 80 hommes, ils sont incapables de compatir avec la victime, incapables de se remettre en question. Le seul truc qui les touche et les chagrine dans cette histoire, c'est quand les vilaines féministes dénoncent leur comportement. On parle quand même d'un mec qui a vendu et drogué sa femme pendant près de 10 ans sur internet, que l'annonce a été vue des milliers de fois, dénoncée par personne, parce que même si certains n'ont pas répondu favorablement à cette annonce, ils l'ont quand même vue et n'ont rien fait, n'ont alerté aucun service de police. Toutes les catégories de la société sont représentées dans ce procès. Et le seul truc qui choque les mecs dans cette histoire, c'est que les vilaines féministes dénoncent le comportement des hommes. Les mecs ont zéro compassion pour la victime, que pour eux, qui sont des gentils et parfaits sur tout point et à qui on reproche simplement d'être un homme. Les pauvres choux, vraiment des ouin-ouin. Faut quand même être un sacré connard pour déplacer le problème d'une société qui violente, abuse, tue, objectifie les femmes and make this all about them. La honte, c'est aussi les avocats de la défense qui traitent Gisèle Pelicot comme une criminelle alors que ce sont eux qui les défendent, les criminels. La honte, c'est aussi le fait pour ces hommes d'invoquer des problèmes familiaux liés à l'enfance pour justifier le fait qu'ils n'ont jamais appris le consentement alors que Gisèle Pelicot, qui est une victime dans cette histoire, est appelée à la barre et qu'elle est constamment humiliée et traitée comme une paria, une menteuse. La honte, ce sont les mots de cet avocat de la défense pour qualifier ces actes en disant qu'il y avait plusieurs actes qui avaient été commis. Elle est très courageuse, Gisèle Pelicot, d'avoir refusé le huis clos, de tenir tête comme ça face aux questions ahurissantes et abjectes de la défense. Elle est admirable de se battre avec autant de ferveur, mais la vérité c'est qu'elle n'a pas à l'être. Elle pourrait s'effondrer, pleurer, tout abandonner, qu'elle serait autant courageuse et digne. La honte, c'est tout ça. C'est le fait qu'une femme ait été abusée par son mari pendant des années, vendue et droguée sur internet, abusée par des dizaines d'hommes, parce que les femmes ne sont rien de plus que des morceaux de viande qui appartiennent à leur mari, qui quand ne sont pas des bonnes à tout faire, sont des objets sexuels au service des hommes et de leurs fantasmes abjects. La honte, c'est que toutes les femmes aient subi et continueront de subir des violences sexistes et sexuelles dans leur vie, parce que les hommes voient les femmes seulement comme des objets dénués d'humanité, qu'on violente pour faire asseoir leur domination. La honte est et sera toujours du côté des agresseurs, jamais du côté de celle des victimes, et on vous croit, vous êtes tous courageux et courageuses. Merci Hippo d'avoir mis en mots cette histoire. Ces dernières semaines, je crois que Gisèle Pelicot est vraiment devenue une icône des luttes féministes. Alors à votre avis, pourquoi ? D'une part parce qu'elle a refusé le huis clos en du coup voulant lever le voile sur la soumission chimique, donc du coup elle a dit véritablement que c'était pas à elle d'avoir honte mais plutôt aux autres. Elle a eu des mots qui ont été très forts, elle s'illustre vraiment par son courage, donc je pense qu'elle est devenue une icône des luttes féministes et même on voit ça, c'est une histoire qui est atroce, qui est sordide mais qui je pense illustre très bien la société patriarcale dans laquelle on vit. Ça a beaucoup été repris à l'étranger, enfin on voit énormément d'articles dans la presse étrangère qui donc du coup s'insurgent de cette histoire, mais je pense qu'elle est extrêmement digne, elle fait preuve d'un courage qui est formidable et franchement une reine. On entend beaucoup sur CNews et TPMP ou des chaînes voilà, complètement loufoques qui disent que les femmes elles sont là juste, elles accusent des célébrités juste pour l'argent, pour avoir une compensation monétaire. Et du coup ça brise en fait cette croyance que les gens ont qui en fait les femmes portent plainte juste pour avoir de l'argent, parce que même elle, Gisèle Pelicot, elle a dit qu'elle a refusé la cagnotte parce que non, les femmes ne portent pas plainte pour de l'argent. Et petite précision, quand vous portez plainte au pénal, uniquement au pénal, vous n'êtes indemnisé à aucun cas. Il faut d'abord que l'enquête soit finie, que la personne soit condamnée, ce qui arrive dans aucun pourcent des cas, pour après aller au civil pour essayer d'avoir des dommages et intérêts. Et on n'est pas aux États-Unis où vous pouvez avoir des 1000 et des 100. Donc vraiment, faut arrêter avec ce mythe-là de genre toutes les femmes portent plainte pour se faire de l'argent. Personne ne devient riche en vraiment dénonçant un viol. Marie, à ton avis, pourquoi est-ce que Gisèle Pelicot est devenue une icône féministe ? Eh bien parce que son procès est hors norme déjà, enfin une histoire autour d'elle, pardon, 51 hommes, déjà un homme c'est trop, mais alors 51, pardon. Elle utilise son vécu, enfin son procès, etc. pour justement porter la voix de femmes qui n'ont pas forcément pu porter leur voix ou quoi que ce soit, et se montre courageuse pour nous toutes. Et en ça, c'est un symbole parce que elle est devant nous et on est derrière elle. Hippo, tu évoques dans ta chronique cet argument très masculin du not all men, hein, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. À ce sujet, le 21 septembre, dans le journal Libération, l'essayiste Morgan N. Lucas a publié une tribune contre la domination masculine. Il rappelle que les violences sont patriarcales et donc de fait masculines et systémiques,
Il invite les hommes à respecter le consentement, à prendre en charge leurs émotions, à se déconstruire, à remettre en cause leurs privilèges, à s'éduquer, à écouter la parole des femmes, à sortir d'une forme de solidarité masculine avec les agresseurs, à croire et agir aux côtés des femmes. Bref, l'auteur nous incite à devenir un allié féministe sans s'en vanter ni rechigner. Mais alors, que penser de cette tribune féministe écrite et signée par des hommes contre la domination masculine? J'aime bien l'idée. À un moment donné, oui, adressez-vous à vos pères et éduquez-vous ensemble, quoi. Donc j'aime bien l'idée de responsabiliser, enfin que des hommes responsabilisent les hommes, parce que c'est souvent les féministes qui ont la charge qui ont mentale la charge d'éduquer mentale les d'éduquer, hommes et de les prendre hommes. en charge tout ça. C'est ça, alors que là ça change un peu, quoi. Donc je trouve ça bien. Puis même le fait que le discours émane justement du camp masculin entre guillemets, et ça évite déjà de catégoriser hommes, et comme disent, bon, de toute façon les gens qui sont déjà dans cet état d'esprit vont continuer à dire les vilaines féministes, etc. Mais là le fait de se dire, bah en fait c'est un homme qui a en soi pas d'intérêt à son échelle, au vu des privilèges qu'il a, à tenir ce discours, bah pourquoi le tenir? Alors certes, beaucoup l'ont tenu avant, beaucoup de femmes l'ont tenu avant, mais si ça permet une nouvelle prise en considération, why not? En vrai, je pense que c'est bien que certains hommes prennent la parole sur, enfin que les hommes tout court d'ailleurs, prennent la parole sur cette domination masculine. Parce qu'on dit toujours, ouais, c'est une affaire de femmes et tout, mais à un moment, c'est aussi une lutte qui nécessite que tout le monde soit, enfin tout le monde est concerné et que tout le monde y mette un peu du sien. Donc c'est pas plus mal que at some point ils fassent quelque chose, quoi. Et il y a une très grosse récupération, on va dire, de l'extrême droite sur ces sujets-là, comme on l'a vu là avec une femme qui s'appelle Philippine, il me semble, qui a été tuée aujourd'hui, donc il disait par un OQTF et tout, mais en fait c'est vraiment un féminicide, et on voit que l'extrême droite elle s'insurge juste quand c'est un homme soumis au OQTF, mais par exemple sur tous les autres féminicides on les entend jamais. La tribune est en accès libre, donc vous pouvez totalement aller la voir sur le site de Libération, vous tapez Tribune contre la domination masculine. Avant de passer à la prochaine question, j'aimerais quand même rappeler un chiffre, hein, parce que donc souvent on dit not all men, voilà tout ça. D'après le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, aka Darmanin, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a 55 000 personnes qui ont été mises en cause pour avoir commis une infraction sexuelle en dehors de la sphère familiale en 2023. C'est dramatique, mais ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'il s'agit, parmi ces 55 000 personnes, exclusivement d'hommes, à 96%. Donc quand on dit not all men, si tu veux, mais c'est quand même mostly, que des hommes. Ouais. Enfin voilà, Mostly, c'est un mostly 4% de femmes, enfin voilà, pardon, c'est 4% de trop, hein, mais 96%, enfin je crois que c'est assez clair que la violence est patriarcale et masculine, et côté victimes, c'est 85% des victimes qui sont des femmes. Voilà, donc il y a un moment, est-ce qu'on pourrait se poser la question du genre peut-être sur ces affaires-là? Je pense que ce serait pas mal. Et donc en plus de revenir sur ça, j'aimerais revenir à la base, le premier point de cette tribune qui reste le consentement. Petite question pour vous, Marie et Val, qui êtes avec moi. Est-ce que vous connaissez l'acronyme REEL, alors REEL, R-E-E-L-S, qui résume les 5 critères à remplir pour s'assurer du consentement de votre partenaire? Non, je ne connais pas l'acronyme pour le coup. Je connais pas l'acronyme non plus. Donc la première lettre c'est donc le R, on peut toujours changer d'avis, donc le consentement doit être réversible, tout à fait. Ensuite on s'assure que le partenaire a bien compris ce qu'on demandait, c'est un E. Éclairé. Éclairé, Oui, tout à fait. livré, On ok. s'assure que le partenaire a bien compris ce qu'on demandait. Ensuite, le deuxième E, on veut un vrai oui, un oui de plaisir. Enjoué, engouement. Alors c'est en quelque chose. Enthousiasme, mais Enthousiaste. Okay. Ensuite, le L, sans sommation, sans pression, libre. sans obligation. Ouais. Libre, tout à fait. Et le dernier S, un oui, répond à une question. Donc par exemple, un oui pour un bisou ne veut pas dire un oui pour une fellation. Donc là, le oui, il est simple, strict. Il est spécial, spécifique, spécifique, tout à fait.
Donc, à l'avenir, on s'assure que tout le monde donne un consentement réel avec un S. Il est donc réversible, éclairé, enthousiaste, libre et spécifique. Est-ce qu'on le répéterait pas tous ensemble pour retenir? Allez. Allez, c'est parti. Réversible, éclairé, enthousiaste, libre et spécifique. Et maintenant que vous connaissez mieux la partition du consentement, je vous propose d'entamer votre apprentissage sur le respect de la vie privée. Val, qu'est-ce que tu me chantes là? Let's go. Question, qu'est-ce que je vous chante là? Et ben aujourd'hui, je vous chante le ras-le-bol dont nous a fait part une chanteuse, aux paroles que l'on pourrait parfois qualifier de pas très catholiques, mais qui a paradoxalement pour nom de scène un lieu de culte chrétien. Est-ce que cela vous rappelle qui que ce soit? Chapel Roan. Exactement, oui, il s'agit bien de Chapel Roan, qui s'est emparée de ses réseaux sociaux car elle en a marre de certains comportements qu'elle endure sous prétexte d'une explosive et pourtant récemment acquise notoriété. Oui, parce qu'en réalité, Chapel fait son bonhomme de chemin au sein de l'industrie depuis près de 8 ans, mais c'est début 2024 que tout bascule, puisqu'elle assure la première partie d'une autre jeune chanteuse, qui nous a d'ailleurs fait savoir qu'elle avait obtenu son permis de conduire. Une idée de qui il s'agit? Olivia Rodrigo, et je dis pas ça parce que j'ai le texte sous les yeux. Et oui, il s'agit bien d'Olivia Rodrigo, ascension fulgurante qui commence alors pour Chapel, qui interprète sa musique à des dizaines de milliers de spectateurs et spectatrices chaque soir. Énorme engouement à son sujet, plus viralité procurée par les réseaux sociaux numériques, le tour est joué. Mais en parallèle de cet énorme succès, s'ajoute une exposition soudaine et un tas de comportements abusifs de fans qu'elle n'hésite pas à dénoncer. Je la cite: si vous voyez une femme inconnue dans la rue, est-ce que vous lui hurleriez dessus par la fenêtre de votre voiture? Est-ce que vous essayeriez de la suivre, de disséquer sa vie? À vrai dire, c'est moi cette femme qui vous est inconnue. Et puis elle précise d'ailleurs, c'est bizarre que les gens pensent connaître une personne parce qu'ils la voient en ligne. Et c'est cela que j'aimerais vous chanter, ces relations parasociales. Alors, est-ce qu'une dénomination telle que celle-ci vous ring a bell, ou plus simplement dit en français, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Et pas tellement. Relations parasociales, donc ce sont des relations à sens unique que développent certaines personnes à l'égard d'une personnalité publique ou d'un personnage fictif sans avoir pour autant eu de réelle interaction avec. Alors bien sûr, on s'entend. Si un ou une artiste que l'on adore se présente à nous, on aimerait lui adresser 2 mots sûrement, peut-être immortaliser le tout en photo. Mais comme dirait Maë Christophe de son prénom, il faut le savoir faire. L'art et la manière. Et donc ce sont ces agissements sans limite, dits fanatiques, que nous pointe du doigt la chanteuse, que certains se sont d'ailleurs empressés de qualifier d'ingrate ou de difficile. Bon, il serait quand même grand temps de faire preuve de nuance. Le fanatisme, que Larousse définit au mieux comme un attachement passionné, un enthousiasme excessif pour quelqu'un ou quelque chose, ou au pire, un dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique et conduit à des actes de violence. Rien que ça. Pour clôturer le sujet, tout en restant dans notre veine musicale, voici 3 titres évoquant à la fois le côté plus sombre de la célébrité, la perte de l'anonymat, mais aussi les dérives fanatiques. La première, c'est une chanson d'Eminem qui reprend pour son refrain celui de la chanteuse Dido. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et dans cette chanson, il retrace une histoire tragique, mais fictive pour le coup, d'un fan qui, suite à l'absence répétée de réponse aux lettres qu'il a envoyées à son idole, perd totalement la raison et finit par se donner la mort, ivre au volant d'une camionnette. Stan, c'est le nom de la chanson, et ça retrace cet engrenage mental, mais ça rend aussi populaire le terme en question, qui mêle les mots stalker et fan. Deuxième chanson, c'est une de Lady Gaga qui est pour le coup très 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 connue. Est-ce que si je vous le dis comme ça, vous avez une idée en tête? C'est son père, non? Papa... Très bien tenté. Exactement. Je suis ta plus grande fan, je te suivrai jusqu'à ce que tu m'aimes. Est-ce que ça ne retranscrit pas à la perfection cette illusion d'un lien amoureux, obsessionnel, unilatéral et donc fictif? Pas besoin de chercher dans les chansons pour trouver ce genre de choses, je peux vous rassurer.
En tout cas, elle se met à la place du paparazzi qui met tout en œuvre pour capturer un instant en compagnie de l'ultime vedette. Et puis la dernière, je vous la donne, c'est l'un des plus gros tubes de l'année, We Can't Be Friends de la chanteuse Ariana Grande, qui évoque non pas un amant passé, mais les médias et le public qui spéculent sur sa vie romantique. J'attends que tu m'aimes de nouveau, elle dit. C'est assez ironique quand même d'évoquer un tel sentiment pour parler de la presse qui se fiche bel et bien de l'avoir triomphé ou s'effondré du moment que du buzz est généré. Alors voilà, peut-être que lors de vos prochaines écoutes, vous prêterez davantage attention aux paroles de ces chansons. Sur ce, suggestion, soyons fantastiques et non fanatiques. Pour ma part, je m'en retourne malgré tout regarder la prestation de Chapel Roan chez Jimmy Fallon pour la 38e fois de la journée. Et n'oublions pas que la musique, c'est avant tout écouter ce que les artistes ont à nous chanter. Merci pour ces rappels essentiels. Et pour aller plus loin, si Pascal Praud a un problème avec l'immigration, j'en ai un avec le patriarcat. Première question, est-ce qu'il n'y a pas dans ce fanatisme quelque chose de patriarcal? On voit que ça touche quand même beaucoup les femmes. Oui, moi je dirais que totalement parce que, et d'ailleurs pour la citer de nouveau, mais Lady Gaga en avait parlé dans une interview, je ne sais plus comment était tournée la question, mais on lui reprochait un peu la manière dont elle se dépeignait ou dont elle pouvait se comporter. Et elle disait, si là je tenais une cigarette dans la main, que je parlais de manière un peu désintéressée, assis comme un balourd, on me dirait que je suis une rockstar. Mais là, vu que je suis une femme, vous avez des suppositions, vous avez un avis bien tranché. Et je pense que c'est un peu le cas pour Chapel Roan qui du coup s'en déplaint de ses comportements et on lui dit « Ah mais t'es difficile » ou « Mais regarde, les gens veulent des dédicaces, les gens veulent prendre des photos, les gens veulent te faire un câlin. » Bah ok, pas de souci, mais l'art est la manière et elle a le droit de s'en défaire, elle a le droit de séparer sa vie artistique et sa vie privée. Et oui, je pense clairement qu'on dirait pas ça. Qui est-ce qu'il y a comme icône énorme je sais pas. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Mais en plus, ça va avec le traitement des femmes en général. Enfin, dans notre éducation, etc., c'est les femmes qui doivent bien se comporter, faire ci, faire ça, être. Ouais, écouter ce que des hommes ont à leur dire. Et. Et voilà, juste obéir, alors qu'un homme, on ne lui demanderait jamais ça. Et en fait, oui, ça se. Et mine de rien, il y a pas mal de femmes, bon, peut-être moins de jeunes de notre génération, mais qui ont aussi intégré ces manières de penser. Hein. Et pour poursuivre avec cette question patriarcale, j'ai envie de mobiliser Hippo. Je suis sûr que tu as au moins un exemple d'homme touché par ce phénomène du fanatisme. Hippo, est-ce que tu nous parlerais pas un peu de K-pop par hasard? Oui, en vrai, il y a des exemples d'hommes genre qui ont été touchés par ce phénomène because étant une K-pop stan, non, je rigole. Enfin bon, bref, juste une army. En vrai, genre Jungkook de BTS, genre ils se faisaient suivre, par exemple, ils faisaient des lives. Enfin, ils font souvent des lives et bref, donc du coup là, il était en train de faire un live et il y a des gens qui sonnaient, genre qui étaient à son interphone et c'était des personnes qui avaient trouvé son adresse. Ils sont tout le temps appelés et qui étaient là en mode descends, on veut te voir et tout, mais en fait ça va pas, genre je suis désolée mais c'est hyper flippant. Enfin, Jimin nous genre à un moment il était en live et en fait ton téléphone n'arrêtait pas d'appeler, mais tout le temps genre des appels et il était en mode est-ce que vous pouvez arrêter, mais vraiment ouais, Jungkook qui littéralement il y avait des gens qui étaient descendus à son appart et tout, enfin pitié mais l'enfer quoi. Et vous les amis, alors jusqu'où êtes-vous allés en tant que fan? Quelle est la chose un peu la plus folle? J'ai l'impression d'être sur TPMP. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait en étant fan? Fais gaffe, la délation c'est son fort, on se rappelle la manif. Les maisons 7 en 40. Allez. Qu'est-ce que... Non, moi, c'était pas vraiment du fanatisme, mais disons que quand j'étais plus petit, j'étais allé voir un concert de Tal, et le lendemain, elle faisait une dédicace dans un centre commercial, et j'avais amené mon petit booklet, mon petit livret de CD pour avoir la dédicace. Booklet, j'avais vraiment les cheveux frisés, quoi. Booklet, mon petit livret avec les paroles. Il amène des cheveux. Ça, c'est bien. Non, mais un petit livret du papier avec des photos qui constituent la pochette, l'album, et dans l'espoir qu'elle le signe, et je l'avais vu elle était sur scène, elle était très proche, mais en fait, il y avait un monsieur qui était devant et qui prenait un peu la place, et on avait demandé pour changer, il avait dit qu'il n'y avait pas de place, sauf qu'il suffisait d'intervertir sa position et la mienne pour que je puisse accéder
enfin le devant quoi, et du coup je n'avais pas eu de signature et je me souviens pleurer mais très bruyamment à chaudes larmes. Petit chat. Donc c'est pas tragique ni du fanatisme, Mais mais c'est un peu c'était je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de cette situation dans le centre commercial en question. Sauf le monsieur qui ne t'a toujours pas laissé passer. Ouais, là lui il a dit c'est ciao. J'ai aussi envie d'entendre Hippo sur la question quand même, Mm. parce que depuis qu'on la connaît, elle a été fan, je pense, de Ouais. différents artistes. Oui, bah bien sûr que oui, que j'ai été fan. Moi, on va pas se mentir. J'ai un peu collectionné les gens. Enfin, non, pas de fou. Moi aussi, enfin bon, vraiment la liste. One Direction. Après, j'ai eu genre un peu les Little Mix. Mais en fait, les Little Mix, si, mais c'est un peu constant. Mais genre, je dirais pas vraiment que je suis fan des Little Mix. Mais bref, j'ai eu les One Direction, j'ai eu Shawn Mendes. Et là, j'ai BTS. Donc franchement, ma passion se traduit par littéralement, je sais pas, genre en mode je ponce tout YouTube, ce qu'il y a sur eux. Vraiment, par exemple, BTS, ça quel plaisir. Ils ont une plateforme où... Bon, alors vraiment, il y a vraiment beaucoup de fanservice, mais on n'est pas plus mal. Genre, il y a énormément de trucs où vraiment, ils ont... genre, il y a des contenus, genre en mode, ils font des jeux, genre les Run BTS, ils font des vlogs où on les envoie en vacances à 7 et genre en mode, on filme toutes leurs vacances et tout. Marie, toi, tu es une fan inconditionnelle de Taylor Swift. Oui, C'est quoi, comment ça se traduit cette passion-là chez toi? ça m'a appris l'anglais. Enfin, non, mais. Ah. Non, pour le coup, c'est que C'est des vrai. traductions positives, j'ai l'impression. Parce que mon côté obsessionnel, il se retranscrit sur mon chat, pas sur. Donc ça va. Mais non. On va avoir des plaintes du parti Non, animaliste. mais Taylor, moi, elle m'a surtout permis d'améliorer mon anglais, etc. Et je me suis vraiment passionnée pour ses textes. Mais c'est jamais allé dans un. Bah, je l'ai vu, j'ai pleuré, quoi. Et toi Erwan? Je sais pas si j'ai déjà été vraiment fan, parce que je suis Hmm. fan de Jennifer, mais parce que c'est Oui. Spotify qui me le dit, c'est parce que je suis dans les 1% qui l'écoutent le plus, donc je me dis qu'il y a un monde dans lequel j'aime beaucoup Oui. cette chanteuse par rapport à la moyenne des gens. Et c'est vrai. Si Bilal, peut-être que j'étais fan, mais à part dépenser et acheter des trucs complètement débiles, type ces 2 t-shirts chez Jennifer, plus son album, plus la place de concert, calme-toi. Enfin, en fait, tu n'as pas de revenus, tu as 14 ans, donc tu te calmes en fait. Ce que je peux vous proposer en attendant, c'est quand même de Je peux pas. rester en musique avec une question à laquelle seuls les plus fluentes d'entre vous, c'est-à-dire pas moi, pourront répondre. Do you remember the 21st of September, les amis? Yes we do. Ouais. Mais c'est quand était-ce le 21 septembre? C'était samedi ou dimanche? C'était le début de l'automne. C'était un samedi, oui, c'est l'automne, c'est vrai. Dernier, mon gars. Tiens donc, samedi dernier, fête samedi dernier. Eh bien, sachez que les 21 et 22 septembre dernier, partout en France, se tenaient les 41e journées du patrimoine sur les thèmes itinéraire, réseau, connexion et patrimoine maritime. Les GEP, comme on dit quand on a la flemme de dire Journée européenne du patrimoine, Hmm. c'est un week-end au cours duquel vous êtes invité à découvrir des monuments, des lieux de culte, de culture ou de savoir-faire, et ce, gratuitement, Ah. thème à la taille du rat des musées. Les GEP ont été lancés en 1984 par le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Lang. Vous n'avez... Oh, bravo! Si, ouais. Jack Lang, tout à fait. On parlait alors des journées portes ouvertes des monuments historiques. Aujourd'hui, c'est sous ce pseudonyme que vous pourrez me trouver sur OnlyFans. Le 1000e abonné recevra un billet pour aller se toucher au musée d'Orsay. Cette année, c'est donc la mer et les itinéraires qui étaient mis à l'honneur. Marrant de parler de patrimoine sous cet angle quand l'Europe et l'Angleterre laissent crever des migrants en mer avant de voter une loi immigration qui reprend les termes de l'extrême droite. J'ai hâte de voir ce que ça donne niveau patrimoine. Papy, rends les meubles de l'époque coloniale s'il te plaît. Par ailleurs, les écoles ont pu bénéficier du dispositif Levez les yeux. Si vous étiez à l'école à cette période, quittez ce podcast, nous sommes beaucoup trop vulgaires pour vous. Par ailleurs, si vous êtes resté, Romane, je sais où tu habites. Si vous étiez donc à l'école à cette période, vous avez pu profiter des GEP un jour plus tôt en exclusivité, à condition que vous ayez des profs. Oui, denrée rare en 2024, puisqu'il manquait au moins un ou une prof dans 56% des collèges et lycées de France, selon le syndicat SNES-FSU. Ainsi, 1646 annonces figuraient sur le site de France Travail pour recruter des profs le 6 septembre dernier, jour de la rentrée.
Et puis, vous avez pu lire, ou pas, parce que peut-être que vous ne savez pas lire. Et si vous ne savez pas lire, c'est soit parce que vous êtes trop jeune. Dans ce cas-là, Roman retourne dessiner des bonhommes en bâton avec des crayons Ikea. Autrement, c'est que vous n'avez pas appris à lire. Dans ce cas-là, restez avec nous, on parlait du manque de profs justement. Bon, les profs, ils sont absents pourquoi ? Parce qu'ils sont au bout de leur vie, et bim, arrêt maladie. Mais quand vous habitez dans un désert médical, aka la majeure partie des trous du cul du monde, je dis pas trous du cul pour être désobligeant pour la Corrèze, je veux juste rappeler que Philippe de Villiers vient de Vendée et que Vauquier a été maire du Puy-en-Velay. Bref, on est bien, il n'y a pas de médecin pour soigner Madame Pichard. Et d'autre part, même s'il y en avait, la France a connu récemment des pénuries de médicaments. Alors avant que les profs soient de retour pour emmener vos enfants aux journées du patrimoine, vous pourrez toujours manger vos grands morts ou plonger dans votre passé. Et qui sait, peut-être qu'une fois revenu d'une visite guidée, vous découvrirez que vous venez de gagner une entrée pour le musée d'Orsay. Pas mal. Bon, les chats, je vous propose quand même de revenir au sujet de base, les journées du patrimoine. Est-ce que vous avez profité des GEP cette année ? Pour ma part, non, sans mentir. Je n'ai pas fait de visite particulière. Et moi, bah, j'étais avec toi, ouais. Ben oui, je sais bien, c'est pour ça que je pose la question. Oui, on a visité ma première mosquée. Enfin, Est-ce qu'on a visité ? Oui, on est... non, Oui, je sais pas si... mais en si, soi, c'était une visite guidée, c'était marqué visite guidée. C'est vrai. Mais c'était super intéressant pour le coup, j'ai adoré ce moment. Je vais demander à nos amis strasbourgeois, parce que eux aussi, ils ont une ville de culture européenne. Hippo, Elias, est-ce que vous avez profité des GEP cette année ? Non, moi j'ai rien fait, pas du tout. Enfin, j'y vais pas souvent, c'est dommage, mais bon, on est là. Moi, j'aurais trop aimé faire la Banque de France ou la Cour des comptes. Ah ouais. Mais, Tu sais que Tracfin, ils avaient un bail. La quoi ? Tracfin, ils avaient un Ah bail. ouais Ouais. Ça aurait été cool. En fait, moi, je suis trop superstitieuse des journées du patrimoine, donc pour des raisons de type mes conneries, j'ai décidé de plus y aller. Mais ouais, j'aurais trop aimé faire la Banque de France, mais bon, il y avait Manif, donc Manif est passé par-dessus la journée des patrimoines. Et pour conclure avec ce sujet, dernière question. Est-ce que le patrimoine, c'est pas un peu de droite, en vrai ? En vrai, je pense que genre le fait de faire fructifier son patrimoine, c'est giga un truc de droite. Enfin, vraiment, les conseillers en patrimoine, c'est... Sachez que mon daron a voulu que je fasse ça. Le patrimoine, je crois, il parle de... C'est vrai ? Je suis désolée. Je suis désolée. Vous pensez que c'est un truc de droite ? On va la garder. On va la garder. Je vais garder ça. Mais vous êtes trop méchants. Ah oui, j'étais mort. Vas-y. En vrai, on pourrait. Hein. Non, parce qu'attendez, il y a... Là, on n'est pas d'accord sur la question. Moi, je ne l'avais pas prise comme ça. Mais en vrai, si juste t'es en mode le patrimoine français de la France, bah, je trouve ça pas forcément de droite. Après, on va pas se mentir, il y a énormément de trucs qu'on a... Non, en fait, je pense que tout, on va dire les termes, tout a été construit et repose sur l'exploitation de certaines personnes. Donc Voilà. oui, finalement, c'est de droite. I change my mind. Voilà. En fait, ça dépend vraiment comment on le présente. Parce que si on le présente en mode d'une façon embellie et qu'on glorifie, on va dire, notre patrimoine sans forcément esprit critique, alors on peut clairement dire que c'est de droite. Mais du coup, si on fait preuve d'esprit critique et qu'on essaie de l'accompagner historiquement, je pense pas forcément que c'est quelque chose de droite. Mais en vrai, c'est un peu... Enfin, tu vois, quand je vois dans des musées, des trucs de l'époque coloniale... En primaire, j'avais visité le musée du Quai Branly à Paris. Enfin, c'est quand même un musée où il y a que des trucs de... Pas chez nous, en fait. Genre, pourquoi ? Bah oui. C'est que, et t'as des aires géographiques, c'est divisé Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Asie. Mais en fait, pourquoi à Paris, tu fais un musée sur du patrimoine qui n'est pas à nous ? Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. À part être un gros colonialiste, quoi. Mais c'est vrai que ça me met mal à l'aise, quoi. C'est un terme... Enfin, je vois pourquoi elle peut poser cette question, parce que ça revient beaucoup dans des discours de personnalités politiques de droite, de voilà, conserver le patrimoine français. Mais conserver le nôtre dans ce cas, pas celui des autres. Non, mais bien sûr, mais tu vois, dans le sens où c'est plus un terme, ça fait un peu genre le mot-clé qu'on brandit, plus de cette couleur politique. Peu importe ce que ça peut, des fois ça peut être honorable et des fois ça, on sait bien ce que ça peut s'entendre aussi, quoi. Mais si je devais donner deux exemples de choses qui ne sont pas de droite, je dirais sans doute la porte des toilettes de l'université et Elias,
que l'on retrouve tout de suite depuis son café du commerce. Le gouvernement Barnier est tombé. Est-ce qu'on a finalement un gouvernement de gauche ? Eh bien perdu. Des semaines de lutte pour éviter l'extrême droite pour au final avoir l'extrême droite au pouvoir. Macron, il a voulu des législatives pour une clarification. On l'a eu, un barrage anti-RN, un rejet massif du macronisme et une volonté progressiste après la victoire du nouveau Front populaire. Mais bon, Macron, en tant que grand démocrate, a balayé d'une main cette clarification. Il a commencé par la nomination de Barnier, qui est anti-IVG, anti-LGBT, anti-social, anti-immigration en voulant supprimer l'aide médicale de l'État et le droit du sol, et il est anti-droit humain puisqu'il veut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Barnier a continué cette mascarade avec son nouveau gouvernement de gauche, bien évidemment, avec Bruno Retailleau, grand communiste qui est anti-IVG, homophobe, contre le mariage pour tous. Il est pour les thérapies de conversion, anti-immigration, retraite à 65 ans et contre les 35 heures. Il est maintenant ministre de l'Intérieur. Laurence Garnier, qui est elle aussi anti-IVG, homophobe, a été contre le mariage pour tous aussi, pour les thérapies de conversion anti-transgenre. Patrick Hersel, qui a quand même voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre la PMA et contre le mariage pour tous. Il est ministre de l'enseignement supérieur, super les études. Benjamin Haddad, qui est contre un cessez-le-feu entre Israël et Gaza, et juge la réplique de Netanyahou comme légitime. Il est maintenant ministre des Affaires étrangères. Ça promet, notamment avec les nouveaux conflits entre Israël et le Liban. En bon écolo, Barnier y recycle 7 ministres macronistes déjà en exercice. Bref, on a 5 ministres LR, 7 de Renaissance, 2 du Modem, 1 d'Horizon et 2 d'hiver droite. Macron il a perdu les élections, son groupe a perdu 100 députés, où est la cohabitation ? C'est par conséquent un gouvernement de droite dure, symbole d'une Macronie sous perfusion de l'extrême droite qui ignore le résultat des urnes. Le choix est donc clair, soit c'est le bloc progressiste de gauche antifasciste, soit c'est le bloc de droite prêt à sacrifier la République et aux fascistes pour rester en place. Comme disait Léon Blum en 1944, la bourgeoisie n'avait pas peur d'Hitler parce que toute sa capacité de peur était accaparée pour le Front populaire. Pour ses privilèges et ses biens, le nazisme semblait un danger bien moins redoutable que le communisme. Peut-être même nourrissait-elle le secret espoir que la poigne d'Hitler viendrait remettre au pas pour longtemps les rébellions ouvrières. Dans le contexte où Macron demande au RN de ne pas censurer son gouvernement, demande l'aval du RN pour la nomination de son gouvernement et laisse les idées de l'extrême droite rentrer au gouvernement depuis 7 ans, on est exactement dans la phase de complaisance de la droite avec l'extrême droite. Historiquement, en Allemagne, Italie, Chili ou encore récemment Hongrie, Suède, Italie, la droite libérale pave le chemin de l'extrême droite au pouvoir, tous les macronistes de gauche et la droite sociale, comment pouvez-vous cautionner cela ? Ainsi la gauche est la seule force de résistance. Aux prochaines échéances électorales, c'est soit nous, la gauche, soit eux, les alliances des droites. Dans un contexte de crise institutionnelle, crise économique, crise sociale et crise environnementale, le nouveau Front populaire est la seule force progressiste qui permettra la justice sociale, la bifurcation écologique, la 6ème République, la relance économique. À nous de leur montrer que nous refusons de subir et plaçons le nouveau Front populaire en tête. Faisons front commun entre partis politiques, syndicats, associations et redoublons d'efforts en manifestant, tractant, avec nos valeurs communes. La France a été le flambeau des droits politiques avec la Révolution française grâce aux Lumières. Face à l'obscurantisme de l'extrême droite et de Macron, la France doit redevenir le flambeau de l'humanité. La gauche est la seule force politique qui peut raviver la flamme. Elias, merci. C'est vrai que maintenant on sent un petit peu comme des cons après ces nominations. Heureusement, il y a Findus, oui, mais il y a aussi la santé mentale qui devrait être la grande cause du gouvernement. On rappelle la dernière grande cause, les femmes, PTDR, Une réussite. une grosse réussite. J'ai envie de te poser la question à toi, Elias, qui a bossé le sujet. Qu'est-ce que tu attends du gouvernement sur le sujet de la santé mentale ? Moi, j'attends concrètement rien du gouvernement Barnier sur la santé. Déjà, en fait, c'est vrai qu'il a dit que la santé allait être une priorité, mais bon, le féminisme était une priorité pour Macron. Il a dit je fais pas de miracle en plus, donc bon. Donc bon, voilà. Déjà, on commence par des faits. Le budget du ministère de la Santé, il a été divisé de 44%, donc soit la plus forte signée de tous les ministères. Constat, à Rennes, à Bourgoin-Joyeux, des services d'urgence, ils ont dû fermer cet été à cause du manque de main-d'œuvre et du manque d'investissement public, monétaire, pas forcément pas du tout des équipes hospitalières. Et pour faire face à ces difficultés, ils ont mis en place des actions, donc principalement du recours aux heures supplémentaires à l'intérim et des fermetures ponctuelles des lignes du SMUR. Donc concrètement, c'est vraiment une politique d'austérité, c'est une vraie saignée. En fait, on va forcer le personnel à faire du travail en plus
et on va mettre une pression sur le personnel. Donc il parle quand même de santé mentale, hein, mais le personnel soignant il va être encore plus mobilisé sans forcément qu'il y ait d'investissement. Et par exemple, rien qu'entre fin 2021 et 2022, le personnel soignant du service public il a baissé de 1,3% selon l'adresse. Et si on zoome sur les infirmières hospitalières, près d'une sur deux a quitté l'hôpital ou a changé de métier après 10 ans de carrière. Donc vraiment, on est clairement dans une impasse et il faut vraiment investir et faire des investissements massifs sur le secteur hospitalier. On attend du gouvernement sur la santé mentale qu'il fasse un peu quelque chose, qui rembourse intégralement et complètement toutes les séances de psy. Pas simplement 8, je crois même que c'est monté à 12, mais bon, on va pas se mentir, des fois il y a besoin de thérapies qui soient extrêmement longues. Donc un peu plus en parler, beaucoup en faire la promotion et arrêter de voir ça comme un peu une autre santé. Il y a la santé physique, mais la santé mentale et la santé physique, en fait, c'est la santé, quoi. Les deux vont ensemble. Ils sont pas dissociables. Et puisqu'on parle de santé mentale, retour à Lyon, chez nous, où la santé mentale est parfois plus que fragile. Qu'attendez-vous du gouvernement sur le sujet de la santé mentale ? Ce qu'on attend ou ce qu'on espère peut-être de... Ça peut être les deux, enfin vraiment je n'ai pas les compétences linguistiques pour différencier ces deux synonymes. Bah peut-être que de faire prendre conscience aussi à des générations moins avancées que les nôtres, où on est quand même très au fait de ce genre de choses, qu'on a pas mal que quand juste on tombe par terre et qu'on se gratine le genou. Donc essayer peut-être de diffuser ce genre d'infos à des cibles autres que la Gen Z, comme on dit, parce que des fois c'est aussi même dans les parents enfants des fois qui ont du mal à comprendre voilà comment, dans quel contexte, dans quelles circonstances grandissent leurs enfants, etc. Donc peut-être leur faire conscientiser aussi qu'il n'y a pas que le pratico-pratique et la santé physique qui compte, quoi. Et que c'est ok de voir un psy, enfin, c'est comme faire du sport pour la santé physique, enfin, c'est tout aussi bien, quoi. Non mais c'est sûr. Après il y a quand même cet espoir-là, c'est que en fait Barnier, sa maman était présidente d'une association qui venait en aide aux proches de malades psychiques, psychiatriques, psychologiques. Donc il y a quand même cet engagement-là et ce terrain, ce tissu en tout cas associatif et médical que le Premier ministre connaît. Bon après il reste de droite, c'est-à-dire que c'est plutôt la santé privée, etc. Ce qui est un peu dramatique parce qu'en réalité ce qu'on a besoin c'est des gens-là. Enfin là, moi je vois dans la résidence Crous où j'habite, il y a une psychologue qui vient, c'est très bien en vrai d'avoir une psychologue comme on pourrait avoir un médecin en bas de chez soi, tu vois. Sauf qu'elle est là un jeudi sur deux, quoi. Ah oui, donc elle est pas là. Et à la fac, c'est pareil, enfin, elle est là 1 jour et demi par semaine. Il y a plus de 1000 étudiants. Enfin, c'est quand même complètement fou. Enfin, ce désengagement que l'État a eu sur ce sujet-là, il faudra à mon avis des moyens. Sauf que pour financer tout ça, les mesures de santé mentale, et malgré un déficit gros comme le culot de Macron, il faut donc de la tunasse. Alors aux 20h de TF1, le 22 septembre, à côté de ces trucs de droite, Michel Barnier a affiché sa volonté de faire participer les personnes les plus fortunées et les très grandes multinationales à l'effort national. Barnier veut imposer les riches, chambé, mais aussi. Alors, oui et non, je pense que déjà, il a dit qu'il allait imposer les riches, le RN, ils ont fait une syncope, et sachant qu'ils sont sur perfusion RN, je pense pas qu'ils vont forcément imposer les riches, ou peut-être qu'ils vont les imposer un tout petit peu plus, mais en fait, cette question-là, c'est important d'avoir des recettes supplémentaires, mais ça dépend de comment on utilise les recettes. Si c'est juste pour rembourser la dette publique ou faire des cadeaux encore plus aux entreprises et aux riches en faisant avec les niches fiscales et sociales, ça n'a pas grand intérêt. Mais si c'est pour faire une vraie politique de redistribution et ou par exemple d'investir dans l'hôpital comme on disait juste avant, alors là ça peut être intéressant. Mais connaissant la pensée économique et sociale de Barnier, je pense que ça va juste être pour rembourser la dette, surtout qu'il est arrivé et qu'il a fait une syncope en voyant les fiches de route de la croissance et des chiffres économiques français. Non mais c'est ça, enfin, en fait c'est très bizarre ces discours parce que en même temps le mec a un gouvernement quand même assez conservateur et il vient au truc de TF1 pour dire on va défendre la santé mentale, on va imposer les riches. Tu caches quoi? Ouais. C'est pas du gauche-washing? Enfin là vraiment oui c'est ça, j'étais viens chez nous du coup. Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pour le coup, j'entendais, alors je sais plus quel ministre c'était à la radio qui disait non mais de toute façon c'est sûr que la priorité c'est plutôt la fraude sociale. C'est-à-dire les gens qui fraudent 500 balles des RSA par mois.
Alors que la fraude fiscale, c'est des milliards et des milliards Ouais. d'euros tous les ans. Enfin, je trouve ça complètement fou qu'on en soit encore à là en 2024, alors que vraiment, genre, santé mentale, écologie, Ouais. va falloir s'y mettre les Faut boulous. pas Et là, faire on un est en tel train de tri faire des des petites thèmes. guerres de peut-être qu'on va augmenter les impôts ou pas. Attendez, on a un déficit de 6%, les amis, il va falloir le financer, les chouchous, là. Et donc, dernier petit chiffre, 59% des Français estiment, selon un sondage du 24 septembre, que Michel Barnier est un mauvais Premier ministre. C'est 6 Français sur 10, pratiquement. Barnier est ainsi le Premier ministre le moins aimé de l'ère Macron, après son entrée en fonction. Donc après Castex, Attal, Elisabeth Borne, enfin... tu L'ère vois, Macron, ça me fait beaucoup C'est- rire comme... C'est une era, quoi. c'est une ère à part entière. Macron era. Est-ce que vous comprenez pourquoi il n'est pas trop aimé, Michel Barnier? C'est normal que Barnier, personne l'aime, parce que le bouc s'est littéralement retrouvé catapulté. Alors que, pardon, mais déjà, bon, pas hyper connu au bataillon, mais au-delà de ça, enfin, personne en voulait. Enfin, je veux dire, littéralement, le bouc, il a fait, enfin, son parti a fait même pas 5% aux législatives, il se retrouve Premier ministre. Donc, bah, forcément qu'il y a 4,8 ou 4,9% des Français qui le kiffent. Enfin, juste là, là, c'est une règle mathématique, quoi. Juste, on voulait pas de lui. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça que les gens se sont déplacés. C'est pas pour ça qu'il y a eu une grande mobilisation, genre depuis les années 80-90. C'est pas pour ça, genre. Enfin, c'était pas pour un mec comme ça, quoi. Pitié. Il n'est pas très légitime. par Oui, contre. en fait, c'est ça, c'est Qu'est-ce sa qu'il faut légitimité qui est remise en cause Ouais, au-delà de plus ce que qu'il la a personne. prouvé. Si les législatives avaient montré qu'on voulait des gens de droite, bah là, ok, banco, non. Mais vas-y, quoi. Mais là, t'es censé être de gauche, monsieur. Ton gouvernement, ils sont où, les gauches? Il y en a un qui est un ancien socialiste mais qui a quitté le parti genre il y a 15 ans. Et c'est le divers gauche. Vraiment, c'est quota. Bah, Ouais, ça aurait été bizarre qu'une majorité se satisfasse de ça, alors qu'une présent, bravo. alors Quelle que- belle concordance des temps, Michel Barnier, ça. alors qu'une majorité ne voulait pas de ça, quoi. Enfin, ils vont pas dire noir puis blanc finalement. Enfin, non, les gens sont Moi qui cohérents. me va, on respecte pas mon avis, y a pas de souci. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez appris cette nomination? Parce que quand je me souviens que moi ça devait être une notification style 20 minutes ou France Info Ouais. sur mon téléphone, j'étais mais quoi? Enfin, qui est ce Mais oui. papy en fait? Mais Qui est oui. cet homme? Mais oui. Mais moi je me rappelle très bien, on était dans le lit. Enfin, on était juste. Non, mais on était posés En train de dormir. en train de pioncer à moitié. Voilà. Et ça scrollait sur Insta et j'ai vu l'info et j'étais en mode ah, mais ça a été décidé. Et toi non plus, Mary. Enfin, on la prenait littéralement en même temps. Mais oui. On était en mode putain. Here we go again. On se disait c'est improbable quand même comme chose. Et puis du coup, tu regardes. Enfin, moi perso, je regarde la Wikipédia de la personne. Je suis en Ouais, mode évidemment. ah oui, donc ça s'aligne pas du tout finalement avec ce qui a été voté. Surtout qu'avant il y avait le défilé pour savoir et Oui. pour savoir quel ministre il allait prendre. Et c'est vrai que c'était pas forcément très à gauche non plus. Dans Ah ce- bah là le choix nous a un petit peu déçus parce que là entre ses positions sur l'immigration qui sont quand même à la limite des droits humains et tous ces ministres que Elias tu as cités qui Non. sont majoritairement anti-LGBT, anti-féministes, enfin je pense pas dire les insulter en disant ça, je pense qu'ils seront très contents que je dise ça d'eux. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur de ce que ça va donner? Parce que moi en fait c'est un truc où je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce que entre le profil des gens, ce qu'ils disent à demi-mot de ah non, faut dire quand même que le RN on va travailler avec eux. Mais vous pouvez pas dire ça en détente, enfin c'est pas possible de dire ça quoi. Mais moi ça me terrifie et enfin vraiment premier degré, genre je suis en mode mais à quoi va ressembler notre avenir? Sérieux c'est ça. avec le RN qui est là en mode oh bon on va voir ce qu'ils font et en fonction On décide de si on les soutient ou pas. Voilà. Je suis en mode mais waouh. Et je sais pas si vous avez vu le ministre de lutte contre les discriminations qui discrimine. Et vraiment son équipe c'est que des hommes blancs sauf 2 femmes blanches. Oh putain, c'est... Je suis en mode, mais Ah bah c'est puissant quoi. mais oui, ça promet. Est-ce qu'on n'aimerait pas entendre un peu Hippo là-dessus? Ouais. Moi j'ai envie de l'entendre de Strasbourg nous hurler sa détresse. Ah mais là elle est au taquet. En vrai, je pense qu'il peut bien foutre la merde. En fait, c'est déjà la sauce, mais je pense sur toutes les questions féministes, queer, immigration et tout ça,
en plus des... En fait, toutes les questions sociétales, it's going to be a mess. Même les questions économiques. Ouais, enfin, écologique, économique, enfin bref. C'est sympa, quoi. En fait, ce qui est très fort, c'est qu'on nous a présenté Barnier comme un écolo qui allait régler les problèmes de la France, son économie. Et vous vous rendez compte quand même que Attal, il a quand même dû demander à Barnier de lui promettre qu'il n'y aurait pas de régression sur le féminisme Alors que c'est un et gay de les droite. LGBT. Genre, on en est là, puisque mais- les gays de droite, c'est un peu... Donc le mec lui a promis qu'il n'y aurait pas de régression, mais par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aurait une amélioration. Notamment le projet de fin de vie. Ouais. Je pense qu'il va jamais voir la lumière. Vraiment, je pense que oui, il faut clairement avoir peur, notamment sur les questions aussi de l'immigration. Il veut quand même supprimer l'aide médicale de l'État, qui est quand même le minimum, on va dire, en termes de 0,5% soins. du C'est budget 0,5 de la de- Sécu, C'est ça, pitié. 0,5% du budget de la sécurité sociale. Ça permet de lutter contre les épidémies et, on va dire, prévenir les épidémies. Donc vraiment, je pense que Barnier, ça va être un désastre, que ce soit économiquement, parce qu'il va faire une politique d'austérité, socialement, parce que ça va être une politique très conservatrice, et puis en termes d'immigration, mais on n'en parle même pas. Et si l'on a peur du gouvernement Barnier, il y en a une ici qui n'a pas peur de dire les termes. Cette semaine, son mot de la fin est renouveau. C'est à toi, Marie. Coucou! Hello jeunes gens! Bon, alors, pour être honnête avec vous, j'ai pris un certain temps avant de réussir à vous écrire cette chronique. La première fois, tout était encore nouveau. Je me laissais guider par ma plume avec une aisance assez déconcertante. Je n'avais encore jamais écrit pour un podcast. J'avais tout à inventer. On entend souvent parler des premières fois. Les premiers pas, le premier amour, le premier rêve. Sans doute nous marque-t-elle autant, parce que qui dit premier dit nouveau. Or, je crois que c'est une chose de vivre une expérience nouvelle une fois, mais c'en est toute une autre de la vivre une seconde fois. La première fois, tout reste encore à découvrir. La seconde fois, on a déjà découvert. Il faut alors aller plus loin, réinventer, découvrir de nouveau, différemment. C'est là tout l'objet de cette chronique. Le nouveau, encore, mais pas tout à fait pareil. Le renouveau, en fait. C'est intéressant comme mot, le renouveau. Pour qu'il puisse exister, il est nécessaire qu'un nouveau ait déjà existé, avant de cesser d'être nouveau. C'est là que le renouveau entre en jeu. En principe, il s'agit d'un nouveau plus riche que le précédent. C'est glow up du nouveau. Ça va? Vous me suivez toujours? On te suit, on te suit. Allez, reprenons. Le renouveau, c'est un peu ce qu'on espérait tous au lendemain des dernières élections, pas vrai? Et pourtant, qui aurait pu prédire? Je ne sais pas si on réalise bien qu'on s'est couché un jour en exigeant un gouvernement de gauche et qu'au petit matin, c'est un vieux truc de droite qui nous faisait face. Pardon Michel, mais oui, tu es un peu plus âgé que ce à quoi on s'attendait. Un peu plus à droite aussi. Poisson d'avril, on aurait adoré. Il semblerait que notre cher Emmanuel ait sa propre définition du renouveau. Sa propre définition de la démocratie, en fait. Mais ça, Elias a su vous l'expliquer mieux que moi. En fait, Manu, c'est un peu comme cet ex toxique qui nous envoie un message à 3h du mat en nous disant à quel point il y a à changer. D'abord, on hésite et puis on espère. On prie pour quelque chose de différent et similaire à la fois. On se persuade que ce renouveau sera le bon. Spoiler alerte, ce n'est pas toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Oui, parce que si vous avez envie d'une bonne confiture, c'est vers Erwan qu'il faut se tourner. Ou sa mère, ou les deux. Est-ce que je m'égare? Non. Non, non, c'est très vrai. S'égarer. C'est sans doute ce que beaucoup d'entre vous ont expérimenté en ce début de mois. Pour certains, cela a peut-être été une peur, alors qu'ils commençaient à leur entrer dans un domaine qu'ils n'avaient pas choisi. Pour beaucoup, c'est se repérer dans leur nouvel établissement qui a été une épreuve. Enfin, pour d'autres, c'est dans le retour à un nouveau qu'ils avaient déjà connu qu'ils craignaient de se perdre. C'est drôle. J'en discutais avec ma mère tout à l'heure et je me souvenais d'à quel point ces premiers jours pouvaient être une source d'angoisse, de doute, d'excitation aussi. Nouveau cadre, nouveaux camarades, nouvelles baskets qui vont plus vite que les précédentes. Pourtant, une rentrée n'a rien de nouveau en soi. Après tout, on en a déjà vécu des dizaines. Enfin bon, en fait, cela ne nous concerne plus vraiment maintenant. Cette année, c'est la première fois que je ne fais pas de rentrée. C'est bizarre, et vous savez ce qui est encore plus étrange? Parler d'un sujet que je ne vis pas. Ça me donne un peu l'impression d'être une ministre de l'éducation. Allez, la parole aux étudiants. Chers chroniqueurs, qu'avez-vous pensé de cette rentrée? Mais écoutez, moi j'ai été agréablement surpris parce que l'année dernière, j'ai pas vécu de rentrée non plus. Enfin,
enfin en tout cas pas une rentrée scolaire. Et donc cette année j'étais très content de retrouver les petits bancs, les petites réunions qui servent à rien, l'après-rentrée qui se fait après la vraie rentrée, enfin c'était vraiment un bonheur. Et toi, Ray? Bah, pareil, un peu de mon côté, à vrai dire, j'aurais aimé la vivre cette rentrée, mais j'aurais pu attendre mon prof toute la journée puisqu'il n'est pas venu et qu'il ne sera pas là pour toute l'année. Donc, à vrai dire, ça a été une rentrée qui s'est transformée en une petite sortie café pour apprendre à connaître quelques personnes de ma promo. Même délire pour les pré-rentrées, où on apprend finalement pas grand-chose et qu'elle commence pour de vrai après les premiers cours. Chers auditeurs, cette chronique touche bientôt à sa fin. Mais vous savez ce qui touche aussi à sa fin? L'impunité des agresseurs. Du moins, c'est ce qu'on espère tous ici. Imaginez un monde dans lequel le not all men serait une vérité, et non pas l'argument d'un masculin fragile. Un monde dans lequel une femme n'aurait pas peur de sortir dans la rue tard le soir. Un monde où le consentement des victimes aurait plus de valeur que les excuses bidons des agresseurs. Le patriarcat ne serait plus qu'un lointain souvenir. Un monde où les Gisèle n'auraient jamais à se montrer courageuses, parce que les Dominique n'existeraient tout simplement pas. Imaginez. Alors non, ça n'arrivera pas aujourd'hui, ni demain. Et c'est peut-être un peu utopique comme monde. Mais n'est-ce pas cela, aussi, le renouveau? Croire encore et toujours qu'un nouveau est possible. Allez, la bise, jeune fou. Merci beaucoup, Marie. Alors, les autres, maintenant qu'on est tout assagis, est-ce qu'en cette rentrée, vous êtes plutôt renouveau ou retour à la case départ? Renouveau, mais un peu contre mon gré, mais keep going, keep smiling, comme je disais en première, quoi. Ouais, moi aussi plutôt renouveau, bah, un nouveau stage dans une nouvelle ville avec Hippo du coup. Donc plutôt renouveau sur cette rentrée. Je dirais renouveau, même si il risque d'y avoir peut-être certaines répétitions, pour le coup, pour rester sur le même préfixe de mots, durant l'année, mais d'autres choses entreprises en parallèle, d'autres activités, d'autres voilà, découvertes. C'est pour ça que je choisirais plutôt renouveau que retour casse-départ. Et toi? Ah bah j'allais te poser la question, mais si tu veux je peux en parler. Moi c'est renouveau total, hein, parce que pour le coup, le renouveau était déjà présent l'année dernière, et même il y a 2 ans. Il y a 2 ans je fais ma rentrée en Erasmus à Bucarest en Roumanie. L'année dernière je commence un nouveau travail, et après là je reprends mes études à Sciences Po, et c'est rigolo parce que c'est un vrai renouveau. Parce que ça a été nouveau il y a 4 ans quand j'ai fait ma première rentrée dans cette école-là. Et là, c'est un renouveau parce que c'est, même si c'est au même endroit, bah, c'est pas la même promo, et c'est pas le même master, et c'est pas les mêmes cours, et c'est pas les mêmes profs. Et puis, il y a plein d'autres activités, plein de belles choses qui arrivent aussi avec le podcast, qui fait que, en fait, tous ces projets-là font que cette rentrée n'a rien à voir avec celle que j'ai pu connaître les années précédentes. Et pour toi, Marie, alors cette première rentrée sans rentrée? Eh ben écoute, c'était un jour comme un autre. Oui, c'était un mardi, voilà. Voilà, c'est ça. Je finissais à 10h, donc on va pas se plaindre. Mais ça m'a fait étrange d'ailleurs. J'étais, ah bah c'est vrai, ils font tout ça et moi, bah c'est plus mon univers. Je vais plus aller en cours, écouter dans un amphi, etc. J'avoue que ça m'a manqué il y a 2 semaines. Et voilà, après je me suis rappelé les partiels et fin de la vanne. La nostalgie, c'en est Fin pas de la quoi. nostalgie. On parle de renouveau maintenant, et j'aimerais qu'on finisse par parler de renouveau après. Qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce qui devrait changer aussi cette année? Je propose qu'on parte du côté de Strasbourg quand même, parce que Elias est dans une nouvelle ville, il pose une certaine continuité, mais il n'est pas 100% non plus à Strasbourg toute l'année. Donc, qu'est-ce qui devrait changer pour vous cette année, les amis? À peu près tout. Donc, ma foi, voilà. Ouais, moi, bah, stage du coup jusqu'à fin décembre, et puis après, bah, vous aurez du coup mes podcasts aux États-Unis Ah oui, c'est vrai. où je vais pouvoir suivre en direct ce qui se passe aux États-Unis. Donc j'espère que je vais pas me retrouver dans un coup d'État à la Trump à la Capitole. Ça fait une expérience. Mais du coup, Pas mal ouais, sur le CV. ça va être plutôt intéressant. Et puis, bah, aussi, moi, je vais devoir postuler à mes masters et tout. Donc, ça va être une année chargée en émotions, mais je serai toujours là pour faire des magnifiques chroniques politico-économiques. Franchement, moi, j'ai même pas envie d'en parler, c'est bon. Et donc, maintenant que nous sommes de retour à Lyon, qu'est-ce qui devrait changer pour vous cette année? On ne change pas. Je dirais peut-être aller encore plus à droite à gauche que je l'ai fait l'année dernière.
Et construire d'autant plus de petits moments de vie au-delà des cours et de la routine un peu, même si j'avoue apprécier la routine. J'aime bien des fois, hop, greffer des choses en plus, mais c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Et moi, je dirais m'affirmer davantage en tant que personne, parce que j'ai beaucoup de mal à dire non et beaucoup de mal à m'opposer à la volonté des personnes qui m'entourent. Et ouais, apprendre à dire non et mettre en avant le fait que j'ai pas à sourire tout le temps. Non mais c'est important et ça fait un peu la boucle bouclée avec le consentement où en fait demander aux gens s'ils ont envie mais dans tout en fait ça fonctionne dans tout Ça. au lieu de en fait j'ai presque envie de te dire c'est même pas à toi de dire non c'est aux gens de pas t'imposer des trucs quoi enfin demander c'est ça stop demander comment l'autre se sent demander comment enfin en fait c'est juste la base quoi éduquez-vous les chats et vous savez ce qui est un éternel recommencement. CTRL Z. Oui, je réponds à mes propres questions, car il est l'heure de clore cet épisode. Chers amis, merci d'avoir accepté de partager vos avis et vos connaissances. Quant à vous, chers auditorices, ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve le mois prochain pour refaire l'actualité du mois d'octobre. D'ici là, on prend soin de sa santé physique et mentale. C'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre. À très vite. Des bisous. Ciao.